T'as 20 ans, t'as pas d'argent, puis y a quelqu'un dans ton entourage qui vient t'expliquer que ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Puis toi, t'as hoché la tête en faisant semblant que t'étais d'accord, parce que c'était plus simple que de confronter cette croyance-là. Mais je vais te dire quelque chose que personne t'a dit durant ton cours d'économie. Cette phrase-là, c'est l'excuse préférée des gens qui ont décidé de rester pauvres. Parce que la vraie question, c'est pas est-ce que tu as de l'argent en ce moment? La vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais avec les 10 prochaines années de ta vie? Je vais pas te donner des conseils de vidéos de motivation, je vais te donner un chemin que tu peux suivre avec les bons comptes, les bonnes décisions, le bon mindset pour bâtir une vraie liberté financière pendant que les autres s'endettent pour avoir l'air riche. On commence par le plus difficile parce que si tu passes pas ce test-là, le reste de la vidéo te servira à rien. Sacrifier ses 20 ans pour bâtir quelque chose, c'est pas une punition. C'est un arbitrage. T'as une ressource que tu reviendras jamais chercher. C'est le temps. Puis pendant que tu scrolles sur TikTok pendant 3 heures par jour, pendant que tu joues aux jeux vidéo jusqu'à 2 heures du matin, pendant que tu traînes avec du monde qui ont aucune ambition, quelqu'un d'autre du même âge que toi est en train de construire quelque chose. Puis je peux déjà voir des commentaires genre « Ah, t'as pas à sacrifier ton bonheur, profite de ta jeunesse ». Puis oui, t'as raison, y a aucun problème à profiter de la vie. Le problème, c'est quand profiter de la vie veut dire brûler tout ton argent en sorties, en bouffe, en livraison, en vêtements que tu mets 2 fois dans ta vie, puis en expérience que tu vas oublier dans 6 mois. Puis pendant ce temps-là, tu bâtis rien. Ton compte de banque, il reste flat. Ton futur toi, il est pogné à travailler à 55 ans parce que tu t'es pas donné la peine de faire des sacrifices tout petits quand tu étais jeune. La discipline, c'est pas de devenir un moine, c'est juste de choisir intentionnellement à quoi tu donnes ton temps et ton énergie. T'as le droit de sortir, t'as le droit de voyager, t'as le droit d'avoir du fun, mais fais-le avec de l'argent que t'as budgété pour ça, pas avec de l'argent que t'aurais dû investir. Les gens qui bâtissent une fortune à 30 ans, ils ont pas fait ça en ayant la vie la plus fun de leur gang. Ils ont fait ça en ayant la vie la plus organisée. Il y a une différence. Commence par auditer ton entourage. Le cercle social médiocre, c'est le cancer silencieux de l'ambition. Si tout le monde autour de toi se plaint de leur job sans rien changer, si tout le monde normalise le fait d'être pauvre, si personne dans ton entourage parle d'investissement, d'entrepreneuriat, de croissance personnelle, c'est un signal. Parce que t'es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Puis c'est pas moi qui ai inventé cette phrase-là, vous l'avez probablement déjà entendue avant. Ton premier vrai salaire. On va dire 55 000, 60 000 par année, le cerveau fait quelque chose de complètement automatique. Il commence à calculer ce que tu peux te permettre maintenant. Ça peut être un char neuf, un appartement au centre-ville avec une belle vue, des restos à chaque semaine, des vêtements de marque, des vacances. Puis là, tu te dis « Ah, mais j'ai travaillé fort, je mérite ça. » Puis oui, tu mérites de te récompenser, mais il y a une distinction que très peu de monde fait. Et cette distinction-là va changer ta vie si tu l'intègres pour vrai. Est-ce que ce que tu achètes, ça génère de la valeur ou ça en perd? Un char neuf, c'est une dépense qui déprécie. Il y a des stats là-dessus. Un véhicule perd une bonne partie de sa valeur dans les premières années. Mais laisse faire les chiffres. Juste intuitivement, tu sais que ton char va valoir moins dans 5 ans. Tu le sais, mais tu l'achètes pareil. Même chose pour le condo trop cher au centre-ville. Pas parce que l'immobilier c'est mauvais, mais parce que quand tu finances un style de vie qui dépasse tes moyens réels, tu te mets dans un trou. T'as moins de marge pour investir. T'as moins de marge pour prendre des risques. Puis, ça fait que t'as moins de marge pour être libre. La règle la plus puissante que t'as à l'âge de 22 ou 25 ans, c'est de garder tes dépenses au niveau d'un étudiant le plus longtemps possible. Tu sais, mange encore des pâtes, reste dans ton appartement cheap, conduis encore ta vieille Honda Civic. Parce que la différence entre ce que tu pourrais dépenser et ce que tu dépenses réellement, c'est du carburant pour ton futur. L'inflation du style de vie, c'est pas juste une erreur financière. C'est une prison en or que tu construis toi-même, brique par brique, abonnement par abonnement, paiement par paiement. Je vais te parler de quelque chose qui fait peur à beaucoup de créateurs de contenu financier. C'est être transparent sur sa situation réelle. Parce que dès qu'on parle d'argent en public, il y a toujours quelqu'un pour dire « Ah, t'es qui pour me conseiller? » Puis, tu sais, c'est un bon point, c'est une bonne question. Mais il y a une façon d'y répondre qui coupe court au débat. C'est montrer ses chiffres, tes revenus réels, ton taux d'épargne actuel, ton objectif, ta valeur nette aujourd'hui versus où tu veux être, pas pour te vanter, pas pour impressionner, mais pour prouver que ce que tu décris, c'est pas juste de la théorie. Le million de dollars, c'est l'objectif standard qu'on entend souvent, et c'est pas un chiffre magique, mais c'est un benchmark utile. Pourquoi? Parce que si tu arrives à accumuler 1 million puis que tu appliques la règle des 4%, tu peux potentiellement vivre des rendements de ton portefeuille sans toucher au capital. Puis ça, c'est la base du concept FIRE qu'on appelle en anglais Financial Independence Retire Early. Mais le point ici, c'est que le chemin vers ce chiffre-là, ça passe par le travail acharné et l'intérêt composé. Pas par la chance, pas par un ticket de loterie, pas par ton oncle qui était riche, mais par des décisions répétées, jour après jour, mois après mois,
pendant des années. Et quand tu montres ça clairement, quand tu dis voici où j'en suis et voici où je veux aller, tu coupes court à tous les cyniques. Avoir une seule source de revenus en 2026, c'est un risque. Point final. Pas parce que ton employeur est mauvais, puis je dis pas que tu devrais haïr ton travail non plus, mais parce que si tu perds cette source-là demain matin, t'as pas de plan B. Puis si t'es dans cette position, t'es à risque. Peu importe le salaire que tu fais. La question, c'est pas est-ce que j'ai besoin d'un side hustle. La question, c'est qu'est-ce que je fais avec mes soirées et mes fins de semaine en ce moment. Parce que si la réponse c'est Netflix puis des Reels, t'as du temps disponible. Et ce temps-là, c'est de l'argent qui dort sur la table. Il y a plusieurs chemins. Par exemple, il y en a qui ont un SaaS, c'est un logiciel ou un outil en ligne que tu construis une fois et qui génère des revenus de façon semi-passive. Mais il y a un piège énorme dans lequel la majorité des gens tombent. Ils passent 6 mois à planifier avant de lancer quoi que ce soit. Ils veulent que ce soit parfait. Ils veulent le bon nom, le bon logo, le bon site web, la bonne stratégie. Mais pendant ce temps-là, ils construisent rien. Ils apprennent rien. Parce qu'on n'apprend pas en planifiant. On apprend en faisant. Lance quelque chose d'imparfait. Ajuste-le en chemin. Par exemple, si tu es sur YouTube, tes premières vidéos, elles vont être poches. Les premiers clients, ils vont être difficiles. Le premier produit va avoir des erreurs. C'est correct. C'est comme ça que ça marche. La vérité, c'est que la plupart des gens qui ont du succès en ligne aujourd'hui, il y avait un produit médiocre au départ. Ce qui les a distingués, c'est qu'ils ont continué pendant que les autres ont arrêté. Là, on va rentrer dans une partie technique, mais c'est important. Parce que ignorer les outils fiscaux que le gouvernement te donne gratuitement, c'est l'erreur de débutant que je vois tout le temps. Au Québec, tu as un arsenal complet. Le CELI, le REER, le CELIAP, ces 3 outils distincts, les 3 ont une utilité différente et si tu les utilises bien ensemble, tu peux littéralement économiser des dizaines de milliers de dollars en impôts sur la durée de ta vie. Le CELI, c'est la base. Tout ce que tu gagnes à l'intérieur, que ce soit des dividendes, des gains en capital, des intérêts, tu payes 0 impôt là-dessus. Puis quand tu le retires, c'est pas imposable non plus. C'est le compte le plus flexible que tu as. Tu dois le remplir en premier. Le REER, c'est différent. Tu mets de l'argent avant impôt. Donc, tu réduis ton revenu imposable aujourd'hui. L'argent est fait du rendement à l'abri de l'impôt. Mais quand tu le retires à la retraite, c'est imposable. La stratégie ici, c'est de cotiser quand ton taux marginal est élevé et de retirer quand il va être plus bas. Par exemple, si tu fais 80 000 ou 100 000 par année maintenant, le REER, il devient très intéressant. Le CELIAP, c'est le nouveau, c'est le meilleur des deux mondes. Tu cotises avant impôt comme le REER et tu retires libre d'impôt comme un CELI. Mais c'est seulement pour acheter ta première maison. Si tu n'as pas encore de propriété et que tu as entre 18 et 40 ans, tu devrais être en train de maximiser ça. Ne pas comprendre l'impôt, c'est laisser 30, 35, parfois même 40% de ton effort travailler pour le gouvernement au lieu de travailler pour toi. C'est pas de la politique. C'est des mathématiques. Et les mathématiques, elles n'ont pas de sentiment. Garder son argent cash, c'est vraiment pourri. Avec l'inflation, l'argent qui dort dans ton compte chèque perd du pouvoir d'achat chaque année. Garder beaucoup de cash, c'est accepter de s'appauvrir lentement. Fait qu'est-ce qu'on doit faire? C'est investir. Mais comment? La stratégie de base pour quelqu'un qui commence, je le dis tout le temps, c'est d'investir dans des ETF. T'achètes pas une action, t'achètes le panier au complet. Par exemple, quand t'achètes VFV, tu possèdes un morceau des 500 plus grandes compagnies américaines. Quand t'achètes XEQT, t'as une position au marché mondial en une seule transaction. C'est pas un truc de fou où t'as besoin des années de connaissances puis d'avoir fait plein de recherches sur le sujet, mais c'est ce qui fonctionne sur le long terme. Les recherches sont claires là-dessus. La très grande majorité des investisseurs actifs, même les professionnels avec des millions de ressources, font moins bien que l'indice sur une longue période. Fait que tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'acheter l'indice, régulièrement. Peu importe si le marché il est haut ou il est bas. Ça, c'est le dollar cost averaging. Tu investis un montant fixe chaque mois et tu laisses la magie de la moyenne et du temps faire le travail. Pour ceux qui ont une tolérance au risque plus élevée et un horizon long, il y a la technologie. Il y a plein de ETF qui sont focusés sur la technologie et qui ont un potentiel de faire du rendement encore pendant vraiment longtemps. Sinon, une autre coche au-dessus, tu pourrais investir par exemple dans le Bitcoin. Mais je dis pas de tout mettre là-dedans. Je dis qu'une allocation raisonnable, on va dire 10-15%, elle peut booster le rendement global si tu es capable de dormir la nuit même quand ça drop de 30%. Par exemple, j'ai 10% de mon portefeuille dans le Bitcoin. J'essaierai de faire une prochaine vidéo où est-ce que je monte mon portefeuille au complet. Ce que je veux que tu évites absolument, c'est jouer à la bourse. Acheter des meme stocks, suivre des trucs sur Reddit ou des groupes Facebook, essayer de prédire le marché. Ce jeu-là, tu le gagneras pas. Même les pros le gagnent pas. T'es pas là pour spéculer. T'es là pour posséder le marché et attendre. Il y a un pattern que je vois de plus en plus chez les jeunes qui veulent s'en sortir mais qui stagnent. Ils essayent tout en même temps. Ils testent le dropshipping, en même temps ils commencent un podcast, en même temps ils pensent à ouvrir un magasin, en même temps ils suivent une formation en crypto. Résultat, ils avancent nulle part parce que 10% d'efforts dans 10 directions différentes, ça fait 0.
Le succès, c'est souvent l'histoire de quelqu'un qui a creusé au même endroit assez longtemps pour trouver du pétrole, pendant que les autres changeaient de spot à chaque fois que le terrain était difficile. Prends-en une ou deux voies au maximum, creuse encore, deviens le meilleur dans ce domaine-là, ou du moins quelqu'un de compétent. Parce que les compétences à haute valeur, elles se bâtissent pas en 6 semaines, elles se bâtissent en plusieurs années de pratique. La vente, le marketing digital, la gestion de projet, il y en a plein d'autres, ces compétences-là valent de l'argent. Puis beaucoup d'argent. Mais seulement si tu les maîtrises vraiment. Arrête de chercher la méthode miracle. La méthode miracle, ça n'existe pas. Il y a juste du travail répété, de la patience. Tout ce qui ressemble à un raccourci va soit te faire perdre du temps, soit te faire perdre de l'argent. Puis avant d'investir dans quoi que ce soit, avant de te lancer dans un side hustle, avant de maximiser tes CELI et autres, tu as besoin d'un filet de sécurité. Ça, c'est quoi? Ça serait ton fonds d'urgence. Ça peut être 3 à 6 mois de dépenses de base, liquide, qui est accessible rapidement. Pourquoi? Parce que dans la vie, il va se passer plein de choses. Le char brise, le proprio décide de vendre tout le logement, tu perds ton emploi, tu tombes malade. Ces choses-là, ils arrivent à tout le monde. Puis si t'as pas de coussin, la première tuile qui tombe sur ta tête va venir détruire tout ce que t'as bâti. Sans fonds d'urgence, tu te retrouves à vendre tes placements au mauvais moment. Tu te retrouves à t'endetter avec ta carte de crédit à des taux ridicules. Tu peux même te retrouver à prendre des mauvaises décisions sous pression financière. Puis les mauvaises décisions, ça coûte très cher. Le fonds d'urgence, c'est ce qui te permet de rester calme quand tout va mal autour de toi. Dans l'accumulation de richesses, rester calme quand les autres paniquent, c'est un avantage compétitif massif. Mets pas ce fonds-là dans ton CELI investi en ETF, mets-le dans un compte d'épargne à intérêt élevé ou dans un compte séparé auquel tu as accès rapidement. Le but, c'est que cet argent-là, elle soit là quand tu en as besoin. Il faut pas qu'il soit optimisé pour la croissance. Le meilleur investissement que tu peux faire, c'est en toi-même. Puis je sais que ça sonne comme une phrase de vidéo de motivation, mais écoute-moi 2 minutes. Ta capacité à générer du revenu, c'est ton actif le plus important, ton capital humain. Et contrairement à un portefeuille d'ETF, il peut pas s'effondrer du jour au lendemain à cause d'un crash boursier. Si tu sais vendre, tu sais vendre. Si tu sais coder, tu sais coder. Ces compétences-là, personne ne peut te les enlever. Lis des livres, écoute des vidéos de personnes avec des compétences. Ça peut être sur la vente, le marketing, la psychologie, la finance, l'entrepreneuriat. 1 heure de lecture par jour sur 10 ans, c'est une éducation que tu n'auras jamais eue à l'université. Apprends le montage vidéo, apprends à parler en public, apprends le code, apprends à vendre une idée. Ces compétences-là se complètent et multiplient ta valeur sur le marché. Un diplôme universitaire, dans bien des cas, c'est 4 ans et des dizaines de milliers de dollars pour un bout de papier qui donne une permission d'entrer dans un marché du travail où tu vas quand même devoir prouver ta valeur chaque jour. Versus quelqu'un qui a passé ces mêmes 4 années à construire des compétences rares et une réputation dans son domaine. Mais je dis pas que les études c'est mauvais, il y a certains domaines qui l'exigent. La médecine, le droit, l'ingénierie, mais dans beaucoup de secteurs, la compétence que tu maîtrises à 100% bat le diplôme que tu maîtrises à 60%. Investis dans ce qui va augmenter ce que tu peux facturer demain. C'est ça l'investissement en soi-même. On arrive à la partie la plus importante, celle que j'aurais aimé comprendre bien plus tôt. La plupart des gens autour de toi jouent à un jeu qui s'appelle paraître riche. C'est le jeu du char qui impressionne, du condo au centre-ville, des vêtements de marque, des vacances que tu poses sur Instagram. Ça, c'est le jeu de la façade. Puis ce jeu-là, il détruit les finances de ceux qui le jouent. Parce que paraître riche et être riche, c'est 2 choses complètement différentes, souvent opposées. Toi, tu as décidé de jouer à un autre jeu, le jeu de la liberté réelle. Le jeu où tu as des actifs, du cash flow, du temps et des options. Le jeu où dans 10, 12 ans, tu peux décider de prendre ta retraite si tu veux, ou de travailler, mais parce que tu le veux, pas parce que tu n'as pas le choix. Mais il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. C'est un jeu long terme, c'est pas un sprint. Tu vas avoir des mois où tes investissements ils vont dropper. Tu vas avoir des moments où tu vas envier les gens autour de toi qui dépensent librement pendant que toi tu te retiens. Puis dans ce moment-là, tout le monde va te dire de relaxer, de profiter, de pas te stresser avec l'argent. Et c'est exactement là que tu peux te démarquer. Parce que la personne qui reste disciplinée pendant que c'est difficile, quand il n'y a pas de résultat immédiat, quand l'entourage comprend pas le chemin, cette personne-là, dans 10-12 ans, elle va être dans une position que très peu de gens autour d'elle vont avoir. Le secret, si on peut appeler ça un secret, c'est juste de comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Pas pour impressionner, pas pour avoir le plus gros compte de banque de ta gang, mais pour te donner des options, pour être libre, pas pour dépendre d'un boss, d'une compagnie ou d'un gouvernement pour vivre ta vie. Ça, c'est la vraie game. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est ouvert à tout le monde. T'as pas besoin de venir d'une famille riche, t'as pas besoin d'avoir des bonnes études, t'as juste besoin de décider, vraiment décider que tu joues plus le même jeu que tout le monde.
Si tu veux commencer aujourd'hui, commence par le plus simple. Ouvre un CELI si tu n'en as pas un. Littéralement, ça peut te prendre 10 minutes. Calcule ton taux d'épargne actuel et identifie la compétence que tu veux maîtriser dans les 12 prochains mois. Et coupe une dépense inutile cette semaine. Juste une. Ces petits gestes-là, multipliés sur des années, c'est ce qui sépare ceux qui parlent de la liberté financière et ceux qui la vivent. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi, like, commente, partage. Ça va vraiment m'aider pour l'algorithme et pour faire des meilleures vidéos pour vous.